Bien, nous reprenons donc le cours de nos auditions avec Monsieur Philippe Lamoureux, que je demande de bien vouloir nous excuser pour ce léger retard, enfin, oui, par rapport à certains retards qui ont été par le passé beaucoup plus importants. Donc Monsieur Philippe Lamoureux, qui est actuellement directeur général du LEM, mais qui a été par le passé, et c'est aussi à ce titre que nous l'auditionnons, qui a été directeur auprès du directeur général de l'Agence du médicament, donc à partir de 93, enfin vous allez nous le préciser tout à l'heure, après avoir été d'ailleurs membre du cabinet de Madame Aubry, si ma mémoire est bonne, et vous avez été aussi directeur général de l'INPES, l'Institut national de l'éducation pour la santé, quelque chose comme ça. Je sais pas. La prévention et l'éducation. Prévention, excusez-moi. Donc, vous avez beaucoup voyagé, donc vous devez avoir une expérience très importante dont vous allez sans doute faire profiter la mission. Je vous demanderai, mais c'est vraiment pour la forme, puisque cette audition est publique, si vous avez des liens d'intérêt, conformément à l'article que vous connaissez du Code de la santé publique. Donc, je vous passe la parole pour me répondre à cette question. Monsieur le Président, comme vous l'avez indiqué dans vos propos liminaires, je suis actuellement directeur général du LEM. Le LEM est le syndicat représentatif de l'ensemble des entreprises du médicament. Et donc, je pense que l'énoncé de mes fonctions suffit à répondre à votre question. D'accord, oui, je le reconnais. Alors, la première question qui vient à l'esprit, quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois du Mediator? Parce que j'ai eu la surprise de découvrir que votre ancien directeur, Monsieur Tabuteau, que nous avons auditionné il y a quelques jours ou quelques semaines, a répondu qu'il avait pris connaissance du Mediator en 2009 lors de sa suspension. Idem en ce qui concerne Monsieur Abenaïm. Nous ne l'avons pas encore auditionné, mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu dans la presse, dans une interview qu'il a faite au Figaro, où, à ma grande surprise, il indiquait qu'il n'avait eu connaissance du médiateur que le jour de son retrait. Alors, je voulais savoir ce qu'il en était en ce qui vous concerne. Alors, peut-être, Monsieur le Président, si vous m'autorisez, à titre liminaire, rappeler deux ou trois éléments factuels. Le premier élément, c'est que vous avez souhaité m'entendre, comme vous l'avez rappelé, au titre de mes anciennes fonctions de directeur auprès du directeur général, puis de secrétaire général de l'Agence du médicament. Bien évidemment, le LEM se tient à votre disposition. Oui. J'ai fait appeler vos services hier et il est clair nous l'auditionnerons. Nous souhaiterions, bien entendu, le président Lajoux. Oui, absolument, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, pour répondre à votre question, je dirais que je suis dans la même situation que mon directeur général. C'est-à-dire que jusqu'à ces derniers mois, je n'avais pas, pour ma part, non plus entendu mentionner le Mediator. Et je précise que vous avez rappelé dans mon curriculum vitae que j'étais directeur auprès du directeur général, puis secrétaire général. Ce que je peux, et ce qui est important de préciser également, c'est que mes fonctions, puisque c'était à l'époque où l'Agence du médicament n'avait pas encore de directeur général adjoint, mes fonctions étaient à mi-chemin entre les fonctions du secrétaire général actuel de l'AFSAPS et du directeur général adjoint de l'AFSAPS. Et donc, j'avais un rôle qui était essentiellement concentré sur les fonctions administratives, préparation des instances, budget, schéma directeur des systèmes d'information. J'intervenais également là où mes compétences originelles, qui étaient des compétences d'inspecteur général des affaires sociales, pouvaient être utiles à une institution qui était en cours de création, donc l'inspection, la représentation également à l'international Europe et les fonctions de communication. Par contre, il ne figurait pas dans mes délégations de signature de compétences sur les autorisations de mise sur le marché. C'est-à-dire que juridiquement, je n'étais compétent ni sur l'AMM, ni par voie de conséquence sur ce qui concernait les retraits et les suspensions d'AMM. Alors, si vous me permettez, puis après je vous passerai la parole. Peut-être d'ailleurs qu'on demandera d'abord à Monsieur Lamoureux s'il veut intervenir. Non, je voulais simplement... Vous m'avez dit que vous n'aviez donc pas eu connaissance du Benfluorex avant 2009. C'est-à-dire... Alors je suis surpris parce que vous avez assisté à une
à un comité technique de pharmacovigilance le 11 juillet 1995 et vous représentiez l'agence. Et c'est précisément lors de ce comité technique paritaire qu'on a présenté l'enquête officielle sur les effets indésirables du Mediator qui a été prescrite le 18 mai 1995 et qui indique que 10 notifications spontanées conservant des hypertensions artérielles pulmonaires d'allure primitive avaient été identifiées. 9 d'ailleurs font partie... Non, 9 font partie d'une autre enquête, mais ça n'est pas le lieu d'en parler. Simplement, est-ce que vous étiez présent ou bien est-ce que vous étiez déjà parti? Parce que c'était pour vous l'occasion de prendre connaissance de l'existence du Mediator à travers l'enquête officielle qui était présentée lors de ce comité technique. Alors, Monsieur le Président, je suis très heureux que vous me posiez cette question parce que ça va me permettre de faire une mise au point. Très bien. Puisque, effectivement, j'ai relevé que certains observateurs particulièrement attentifs aux 3015 pages des annexes du rapport de l'inspection générale avaient relevé ma présence sur une dizaine de lignes concernant cette commission de pharmacovigilance. Il se trouve que Didier Tabuteau, qui à l'époque était directeur général de l'agence, avait fixé une règle qui paraissait une règle de bon sens et de bonne loi, qui était que les membres de la direction générale, n'étant pas scientifiques, ne participaient pas aux travaux des grandes commissions scientifiques de l'agence. Qu'il s'agisse d'ailleurs de la commission d'AMM, de la commission de pharmacovigilance, de la commission de pharmacodépendance, ou de la commission, par exemple, de publicité. Donc pas de présence de représentants de la direction générale dans ces commissions. Je n'ai donc jamais assisté aux travaux des commissions d'AMM et autres commissions de l'agence. Toutefois. Donc c'est un faux, alors. Toutefois. Au titre de mes fonctions administratives, il m'est effectivement arrivé d'intervenir ponctuellement dans une commission pour préciser en particulier aux responsables des centres des modalités par lesquelles ceux-ci pouvaient accéder à des financements par l'agence, puisqu'il était bien dans mes fonctions de secrétaire général de faire un appel à dépôt de dossier auprès de l'agence pour bénéficier des subventions de l'agence. Une fois cette présentation ponctuelle faite, je quittais évidemment la commission et n'assistais pas au débat. C'est d'ailleurs la raison, Monsieur le Président, si vous regardez attentivement les PV, que le PV de la commission que vous citez a une forme assez particulière, puisque dans les autres PV de la commission de pharmacovigilance, en règle générale, on acte le procès verbal de la session précédente et on déroule l'ordre du jour. Or, dans le PV de la commission que vous citez, il est bien mis en exergue une introduction par votre serviteur et ensuite, l'ordre du jour se déroule. Cette commission, sauf à ce que ma mémoire me fasse défaut, vous n'en voudrez pas, ça a 15 ans d'ancienneté, mais sauf à ce que ma mémoire me fasse défaut, je n'ai pas assisté aux travaux de cette commission. Donc vous n'étiez pas là, vous aviez quitté à ma mémoire, je n'étais pas là. La réunion lorsque a été abordée cette enquête. Dès le point d'introduction fait, la commission s'est déroulée hors de ma présence. D'accord. Je pense qu'il doit être facile de pouvoir faire témoigner d'autres personnes en ce sens. Vous voulez poser une question là-dessus, madame? Oui, parce que je voulais poser exactement la même question sur cette réunion du comité technique. Ça veut dire que finalement, d'après ce que vous nous dites, à cette réunion du comité technique, il y a eu quand même un point de vue scientifique qui a été nommé, disant que le Benfluorex, indiqué comme adjuvant, possédait une structure voisine de celle des anorexigènes. Et que cela a été donc acté lors de cette réunion, et que quelque part, il n'y a pas de coordination et de lien entre la structure scientifique et la structure administrative. Au même moment où on nous dit qu'il faut qu'il y ait une double casquette à l'agence avec une structure scientifique et une structure administrative. Mais si demain on a une double casquette avec deux directeurs qui ne se parlent pas parce qu'il y en a un qui a une compétence scientifique et l'autre une compétence administrative et qui se rejettent la responsabilité, bon. Donc, est-ce qu'au sortir de cette réunion, il y a eu quand même un certain nombre d'éléments qui ont été donnés pour dire aux responsables que voilà, le Benfluorex était les conséquences du point de vue scientifique? J'ai vu, comme vous, le PV de cette commission. Et j'ai vu comme vous le PV de cette commission, je n'y ai pas assisté, j'ai ouvert les travaux sur les aspects purement administratifs et je suis ensuite sorti.
Sur la question que vous posez, qui est une question tout à fait importante, je pense que là-dessus, Didier Tabuteau a eu l'occasion, je crois, de s'expliquer assez clairement devant vous. Le choix qui avait été fait dans le fonctionnement de l'Agence du médicament était d'avoir une direction scientifique avec des gens reconnus, puisque je crois que le professeur Alexandre était, je crois, à l'époque, considéré comme le grand expert français du champ, et le directeur général et par voie d'extension la direction générale, même si je n'avais pas compétence sur ces sujets d'AMM, était en quelque sorte tenu ou dépendait des avis de ces commissions scientifiques. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait que Mediator n'est pas arrivé jusqu'à mon directeur général, parce que pour avoir pratiqué Didier Tabuteau pendant un certain nombre d'années, je n'ai aucun doute sur le fait de savoir, sur le point de savoir, ce que s'il y avait eu quelque indicateur que ce soit sur le Mediator à l'époque, il aurait nécessairement agi. Bien, mais vous comprenez notre trouble. Les précisions que vous venez d'apporter permettent d'expliquer que votre nom figure sur le compte-rendu de cette commission, étant entendu que vous ne participiez qu'à une toute petite partie. La question est tout à fait légitime. Dès que les problèmes scientifiques étaient évoqués. On va donner la parole alors, allez-y, monsieur. À ce stade, est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment le blocage s'est fait ? À partir de l'avis de la commission scientifique, où le rideau s'est abaissé pour que cette information ne remonte pas jusqu'au directeur. Pardonnez-moi, je ne comprends pas la question. Il n'y a pas eu de blocage. Je dis simplement que l'information, si information il y avait... Elle est restée dans un tiroir. Cette information n'est pas remontée à la direction générale. Puisque la décision qui est remontée à l'époque était une décision qui portait sur mais une fois encore, j'ai lu le rapport, hein. La décision qui remontait à l'époque était une décision sur les restrictions d'indication des anorexigènes, et cette décision telle que proposée par les scientifiques de la direction d'évaluation et par les spécialistes de la commission de pharmacovigilance a été suivie par la direction générale. Alors, prenons une autre situation. Nous venons d'auditionner un professeur de pharmacovigilance qui nous indique aujourd'hui qu'il vient de publier une liste d'une dizaine ou d'une quinzaine de médicaments à éviter. Comment, concrètement, aujourd'hui, vous qui avez eu des responsabilités à différents niveaux, comment éviter une autre affaire de Mediator à partir d'une liste qui est publiée, qui va peut-être être transmise ou qui a été transmise au directeur d'évaluation des médicaments et des produits biologiques de l'AFSAPS, à l'administration, à la direction générale de la santé. Comment éviter une nouvelle affaire Mediator à partir de cette quinzaine de médicaments? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la coordination fonctionne? Alors, d'abord, je réponds par effet de ricochet à la question que vous posiez tout à l'heure sur le tandem, etc. Je crois véritablement que la question pour moi n'est pas tant celle d'un tandem administratif scientifique ou scientifique administratif, mais plus une question de process. Je rappelle quand même qu'au milieu des années... Le process. Je rappelle Quelle différence entre le process et le processus? Je rappelle... Je me suis toujours posé la question, peut-être que c'est le moment de m'éclairer. Je vous ferai grâce. Qu'est-ce qu'un process? Je vous ferai grâce de la nuance. C'est quoi un process? Je vous ferai grâce de la nuance. Ah bon, pour répondre à votre question, je rappelle quand même que au début des années 90, on a nommé des gens qui avaient des profils plutôt administratifs à la tête des grandes agences en réaction à des affaires de santé publique qui mettaient en cause des systèmes qui étaient plutôt pilotés par des scientifiques. Donc je crois qu'aujourd'hui on a la réponse. Je crois véritablement qu'au-delà des profils et de la qualité des hommes, et il y a des hommes de qualité, quel que soit leur profil de compétence, c'est plutôt dans le mode de fonctionnement des institutions
que l'on peut améliorer les choses. Alors je crois que là-dessus, le ministre a commencé à tracer des pistes de réponse, puisque c'est justement à la fois la thématique des assises du médicament, les thématiques du second rapport de l'inspection générale qui porte justement sur les voies et moyens d'amélioration de la pharmacovigilance, et une fois encore, l'organisation à laquelle j'appartiens, mais c'est pas l'objet de cette audition, aura des propositions à faire dans ce domaine. Oui, elle les a déjà faites d'ailleurs. Quand on lit pharmaceutique, on s'aperçoit que vous avez déjà fait des propositions. Pas seulement. Vous les avez notées quand même. Hein. Pas seulement. Madame Coulet, puisque on a commencé par les questions, hein. Oui. Allons-y, on continue. Ça vous... Non, mais je vous en prie. Oui, hein. Voilà, je vous en prie, allez-y. Oui, merci Monsieur le Président. Oui, Monsieur, vous vous êtes présenté tout à l'heure en disant que vous vous occupiez à l'époque du schéma directeur des circuits d'information et que vous aviez une fonction de communication. Alors, comme un des points essentiels qui semble achoper dans ce dossier est précisément la communication et les circuits de communication, j'aimerais que vous nous expliquiez quel schéma directeur de circuits d'information et quelle fonction de communication vous occupiez, parce que manifestement, on est dans des caissons étanches dans ce dossier. Alors, j'ai d'abord précision, hein, j'ai dit que mes pôles, mes champs d'activité étaient ceux-là. J'ai pas du tout prétendu être directeur de la communication. Sur les systèmes d'information, on avait hérité mais là je parle vraiment technique informatique, hein, on avait hérité d'un système qui était un système très largement papier, avec des kilomètres et des kilomètres d'archives, et donc il y avait tout un énorme travail à faire de conception de systèmes informatiques sur un établissement public nouvellement créé, avec des enjeux de dématérialisation, avec des enjeux de mise à jour des AMM qui étaient souvent dans un état qu'il fallait reconstituer. Donc c'était surtout ça. Hein. Après, une fois encore, dès lors que l'information ne remonte pas vers le directeur général, dès lors que la question du médiateur n'est pas mentionnée à ce niveau, il n'y a aucune raison particulière d'imaginer que le sujet soit traité au niveau du directeur général. Pardonnez-moi, parce que, encore une fois, j'ai peut-être mal compris, mais vous avez dit que vous aviez comme mission le schéma directeur du circuit d'information. Donc, en fait, c'est un circuit intérieur de l'établissement dans lequel vous étiez. L'information, c'est pas une information de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ce que je voudrais comprendre, c'est tout. Mais le schéma directeur des systèmes d'information, c'est simplement l'informatisation, le plan informatique de l'agence. C'est rien de plus. Merci. Alors, nous aurions dû... J'aurais dû vous demander, hein, si vous souhaitiez faire une intervention liminaire. Vous avez toujours la possibilité de le faire, sauf que ce sera plus liminaire. Hein, oui, non, c'est très gentil à vous. Voilà. Mais j'avais prévu de vous rappeler un petit peu mon parcours, mais vous l'avez fait fort gentiment. Mais vous avez la parole hein, pour vous exprimer. Non, mais écoutez, vous avez rappelé mon parcours, hein, donc je vous redonne, si vous voulez bien, il était incomplet d'ailleurs. Les grandes dates, hein, puisque j'ai, dans un premier temps, exercé les fonctions de directeur auprès du directeur général de l'Agence du médicament de mars 93, c'est-à-dire au moment de sa création, à septembre 97. Puis, à compter de septembre 97 jusqu'à mon départ en septembre 98, les fonctions de secrétaire général de l'agence. Et de surcroît, j'ai occupé pendant la période d'août 96 à septembre 97 les fonctions de directeur de l'inspection et des établissements, puisqu'on était en phase de transition, qu'un directeur avait quitté l'agence et qu'on était en phase de recrutement de son successeur. J'ai quitté l'agence en septembre 98, c'est-à-dire avant qu'elle ne devienne l'AFSAPS. Comme vous l'avez rappelé, j'ai travaillé ensuite au cabinet de Martine Aubry de 1998 jusqu'à 2001. J'avais en charge plutôt les sujets d'administration générale du ministère, donc je suis complètement sorti du champ du médicament. En 2001-2002, j'ai été directeur adjoint de cabinet de Bernard Kouchner. Le médicament, je le précise, n'entrait pas dans mes attributions. Et en fin de 2002 à 2008, j'ai eu la responsabilité et l'honneur d'être le premier directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Et l'INPES, vous le savez, intervenait pas véritablement dans le champ du médicament, même si par incident, telle ou telle campagne de communication pouvait avoir une interférence. Et donc depuis 2008, de novembre 2008, je suis directeur général du LEM. Hein, que j'ai rappelé mes fonctions à l'agence et effectivement,
l'AMM n'entrait véritablement pas dans mon périmètre de compétences. J'ai repris d'ailleurs l'ensemble des délégations de signature et la délégation la plus large que j'ai eue, qui était la délégation que j'avais comme secrétaire général de l'agence, mentionnait l'ensemble des activités de l'agence, sauf l'AMM. Oui, absolument. Bon. Non, vous avez une question, Madame le rapporteur, peut-être? Bon, allez, Monsieur Barbier. Dans cette période de 93 à 97 ou 98, quelles étaient à l'agence la participation, les contacts que vous pouviez avoir avec l'industrie pharmaceutique que vous connaissez bien maintenant? Est-ce que vous soupçonnez qu'il y a eu des pressions? Est-ce qu'il y a eu des interventions? Puisque vous étiez chargé de la communication, c'est vous qui receviez les personnes qui voulaient peut-être avoir des entrevues ou pouvoir discuter d'un certain nombre de problèmes avec votre directeur? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir, à cette époque, avoir eu des relations sur le plan de la communication avec les laboratoires pharmaceutiques? Je redis que je n'étais pas directement en charge, il n'y avait pas de directeur de la communication. Donc effectivement, dans une structure qui était dotée des moyens dont elle disposait à l'époque, qui se sont, Dieu merci, étoffés depuis, quand vous êtes secrétaire général, vous êtes un petit peu au four et au moulin. Et donc effectivement, quand il faut rédiger un communiqué de presse ou faire des choses de ce type, vous vous y collez avec votre directeur général. Et ça fonctionnait effectivement comme ça. Et je n'étais pas dans une fonction de direction de la communication. Après, les relations avec les industriels, pour répondre à votre question, je dirais que, bien évidemment, une structure comme l'agence était une structure qui avait à la fois un souci de dialogue et d'écoute, mais qui en même temps, et c'était sa priorité absolue, ne perdait jamais de vue sa mission de sécurité sanitaire. Donc il y avait dialogue dans la mesure ou dans les limites de la mission de sécurité sanitaire de l'établissement. Et je n'ai pas eu le sentiment d'où j'étais, c'est-à-dire de la direction générale, mais aussi de la direction des établissements et de l'inspection. Je n'ai pas eu le sentiment qu'à quelque moment que ce soit, l'agence ait été amenée à reculer dans une de ses décisions sous la pression de l'industrie. D'accord. Vous avez parce que Monsieur le directeur général, je pense que c'est votre fonction actuellement, donc c'est ainsi qu'il faut vous appeler. Vous avez sans doute, comme moi, lu donc le rapport de l'IGAS concernant le Mediator, et vous avez sûrement remarqué ce passage, moi, qui m'a effectivement, je dirais, surpris presque de la part de l'IGAS, où il est dit que l'AFSAPS, alors effectivement, à l'époque, c'était l'agence, mais l'AFSAPS est structurellement et culturellement en conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Et ils vont même jusqu'à dire que les décisions, finalement, sont une forme de coproduction entre l'industrie pharmaceutique et les experts. Et il y a là quelque chose, me semble-t-il, de très grave. Alors, je voulais savoir si vous avez ressenti comment dirais-je, ce conflit d'intérêts global lorsque vous étiez à l'Agence du médicament. Je vous remercie de la façon dont vous avez et le tact avec lequel vous posez cette question. Pourtant, c'est pas ma principale qualité. Je sais, c'est pour ça que je tiens. C'est la première fois qu'on me dit que je parle avec tact. C'est pour ça que je tiens à le souligner, Monsieur le Président. Non, mais très honnêtement, cette partie du rapport de l'inspection m'a aussi un petit peu interloqué, parce que très honnêtement, dans les décisions, je le redis, dans les décisions qui ont été prises par l'agence, je ne parle pas de l'AFSAS puisque je n'ai pas connu l'AFSAS, mais dans les décisions qui ont été prises par l'agence, je n'ai jamais eu ce sentiment, je n'ai jamais eu ce ressenti, et je pense que quand on regarde le travail qui a été accompli, même si une fois encore ça n'enlève rien à la situation qui nous réunit aujourd'hui, quand on regarde le travail qui a été accompli à l'époque par l'agence et par son directeur général et ses dirigeants, ou si on élargit un peu, il y a eu un travail tout à fait considérable, sans avoir jamais eu le sentiment que l'agence ait pu reculer devant tel ou tel intérêt. D'accord. Madame la rapporteure. Par rapport à cela, il est précisé d'ailleurs dans le rapport de l'IGAS qu'il y a systématiquement aujourd'hui
un représentant institutionnel du LEM dans les commissions d'AMM. Or, aucun représentant du LEM n'a siégé lors de la réunion de la commission d'AMM fin janvier 2011. Est-ce qu'il s'agit d'une initiative du LEM ou de la réponse à une demande de l'AFSAPS, comme l'affirmait Mme Bartoli, alors directrice générale par intérim de l'agence? Et est-ce que le LEM continue-t-il de siéger dans les autres commissions sanitaires, comme la commission de pharmacovigilance, où le LEM a aussi un droit de vote, et les groupes d'experts? On atteint un peu les limites de l'exercice, puisque là, cette question, il faudrait la poser au président du LEM. Mais sans anticiper sur la discussion que nous aurons, la présence du LEM dans les différentes commissions a une nature juridique assez différente. C'est-à-dire qu'il y a les commissions dans lesquelles nous sommes simplement invités et les commissions dans lesquelles, sur un plan juridique, nous siégeons. Et donc, de ce point de vue-là, ça explique pourquoi les choses sont différentes s'agissant de la commission d'elle-même des autres commissions administratives. Bien, vous avez l'air un peu... Non, j'ai plus de questions. Vous n'avez plus de questions. Monsieur Barbier. Oui, je m'excuse. En étant à l'agence du médicament, il y avait quand même des alertes qui sont intervenues venant de l'étranger concernant le Benfluorex. L'agence fonctionne en circuit fermé. Vous n'avez jamais lu la littérature étrangère, les décisions qui ont pu être prises ici ou là. Comment ça se passe au niveau du travail de l'agence? Je pense ça se passait, puisque ça a peut-être changé, j'espère. Pardon. Il y avait une direction de l'évaluation, et au sein de cette direction de l'évaluation, une unité de pharmacovigilance. Donc c'est à ce niveau-là que les échanges techniques se faisaient. Alors ma mémoire me trahit peut-être, parce que je n'ai plus les 3000 pages d'annexes en tête, mais il me semble même me souvenir que les échanges, par exemple, entre les autorités italiennes et les autorités françaises passent directement de service d'évaluation en service d'évaluation. Et c'est assez... Alors, on est dans un domaine de compétences scientifiques, avec des scientifiques qui ont la plénitude de leurs attributions, et c'est à ce niveau-là que se passaient les échanges. Par ailleurs, alors moi je ne peux pas parler après 1998, il n'y a pas, si j'ai bien lu le rapport, sur ce produit d'effets indésirables graves rapportés à l'époque. Et donc, il est assez normal que la direction générale n'ait pas eu connaissance dès lors que cette alerte n'était pas remontée par les services de pharmacovigilance. Alors après, pardonnez-moi, je vais jusqu'au bout de ma pensée. Les raisons pour lesquelles les services d'évaluation n'ont pas, notamment en 1995, au moment où la DGS prend les décisions sur les préparations magistrales, identifié le fait que le Benfluorex rentrait dans cette catégorie. Là, je dois reconnaître que quand j'ai lu ce rapport, ça m'a interrogé. Je n'ai évidemment pas la réponse, mais on ne peut pas ne pas s'interroger sur les raisons pour lesquelles on ne s'est pas posé la question. Mais là, c'est vraiment les scientifiques qui peuvent répondre sur ce point. Écoutez, moi, je veux pas, mais quand on sait que le professeur Alexandre, qui était quand même la référence à l'époque, disait à l'époque et maintient encore aujourd'hui que le Benfluorex n'est pas un anorexigène, mais un antidiabétique mal étudié, je crois que ça suffit à expliquer les errements auxquels a été soumis le Mediator. C'est vrai qu'on ne peut pas, effectivement, en l'occurrence, accuser les administratifs, puisqu'ils n'ont pas la compétence requise, mais à l'époque, le directeur de l'évaluation, à savoir le professeur Alexandre, disait et dit encore aujourd'hui que le Benfluorex n'est pas un anorexigène. Alors je pense que c'est à partir de là qu'on est bien obligé de constater que les dérives étaient inévitables. J'imagine, Monsieur le Président, que vous aurez l'occasion de l'auditionner dans ce cadre. Absolument, oui, on aura. Oui, c'est une réflexion que je faisais. Je vous demande pas effectivement d'intervenir dans le débat. Merci. C'est pas une question, non, bien entendu. Toutefois, vous avez indiqué tout à l'heure et rappelé que vous aviez été directeur adjoint du cabinet du ministre délégué à la Santé, Bernard Kouchner, au moment, je crois, où c'était
Monsieur Tabuteau, qui était directeur. Hein. Alors, nous lui avons posé une question. Vous savez que là, il s'agit donc du Benfluorex, mais dans sa version, je dirais, commission de la transparence. Hein. Enfin, je ne vais pas vous rappeler, mais vous le savez, il y a eu une évaluation qui a été demandée par Madame Aubry à l'époque et qui a été terminée pratiquement dans les années 2000. Hein. Et à ce moment-là, on a donc demandé aux différents ministres qui se sont succédés, et je pense que Bernard Kouchner fait partie de cela, on leur a demandé, c'est le directeur de la Sécurité sociale qui a demandé, qui a envoyé une note pour demander au ministre de bien vouloir ne plus rembourser le Benfluorex au même titre qu'un certain nombre de médicaments. Hein. Nous avons interrogé d'ailleurs à ce sujet Monsieur Mattei, puisque la même note a été adressée postérieurement et elle n'a pas reçu de réponse. Et je voudrais vous interroger, vous demander si vous avez eu par hasard, quand vous étiez dans le cabinet de Monsieur Kouchner, connaissance de cette note. Peut-être que d'ailleurs les fonctions que vous exerciez ne vous préparaient pas. Non, ça rentrait pas véritablement dans le champ de mes attributions. Très honnêtement, je voyais passer beaucoup de notes, mais honnêtement, non, ça ne me dit rien. Ça vous dit rien? Non. D'accord. De même que, vous savez, la fameuse lettre en 98, alors vous étiez à ce moment-là encore Oui. Vous étiez encore, vous savez, cette fameuse lettre absolument. Des trois. Absolument. Les trois médecins. Donc, cette lettre cette lettre, alors bon, on en a fait beaucoup d'échos dans la presse. Oui. Et cette lettre a donc été transmise à l'époque, a été adressée au directeur de l'agence du médicament à l'époque, qui était Monsieur Brunetière. Oui, Brunetière, qu'on va auditionner bientôt. Et il semble que la réponse n'a pas été faite, ou en tout cas a été perdue, puisque nous avons demandé à Monsieur Allemand si il avait conservé une trace de cette réponse, et il nous a dit qu'il ne l'avait pas retrouvée. Alors, est-ce que, à votre connaissance, quel est le traitement qui a été réservé à cette lettre ? Alors, la lettre est arrivée, si ma mémoire ne me trompe pas, la lettre est arrivée, ou est datée du 21 septembre 1998. Et j'ai pris mes fonctions au cabinet de Madame Aubry le 4 octobre 1998, officiellement au JO. Okay, donc, même si l'agence avait été très rapide dans sa réponse, par ailleurs, en regardant les pièces qui étaient annexées, puisque j'aurais pris connaissance de... Je me suis vraiment posé la question, parce que je voyais passer beaucoup de courriers, j'aurais pu quand même avoir cette lettre en main. J'ai regardé dans les annexes, Jean-René Brunetière a adressé ce qui est normal d'ailleurs, a adressé ce courrier avec un petit message, réponse à ma signature, aux deux directeurs compétents. Je n'étais pas destinataire en copie. Mais quand bien même je l'aurais été, dans les circonstances dans lesquelles je me trouvais, il est évident que j'aurais pas eu connaissance de la réponse. Très bien. Avez-vous d'autres questions? Madame Blandin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Du temps de l'Agence du médicament, j'aimerais savoir qui, dans l'organigramme, était chargé de vérifier la bonne tenue de la liste des liens d'intérêt, leur actualisation et à quelle fréquence ça se faisait, et les comportements induits, c'est-à-dire normalement la sortie des salles au moment des votes de toute personne ayant un conflit d'intérêt pour une décision. Alors, c'est évidemment une très bonne question. Une des tâches premières de l'agence au moment de sa création a été effectivement de mettre en place une politique en matière de déclaration des liens d'intérêt. Alors cette politique, elle était à l'époque sans doute très insuffisante, probablement très encore embryonnaire ou artisanale. Depuis, elle s'est beaucoup développée. Mais effectivement, l'agence a été, je crois, la première à demander les liens d'intérêt et à les publier, puisque j'ai souvenir que ces liens étaient publiés régulièrement en annexe au rapport d'activité de l'agence dans ses premières années. Il y a effectivement une personne qui a été recrutée spécifiquement pour mettre en place
ce dispositif, qui était un magistrat qui s'appelait Monsieur Bénèche, Lionel Oui. Bénèche. Nous l'auditionnerons d'ailleurs. Voilà, qui donc était en charge alors non pas à l'époque, ça aurait été très très ambitieux d'imaginer une mise à jour au fil de l'eau ou un système, mais en tout cas de déployer le système, de le mettre en place et d'installer les règles qui depuis ont fait florès. Mais nous sommes en 1993-94, c'est vraiment le début du système des déclarations de conflit d'intérêts. Oui, oui, je vous en prie, Madame Blandin, allez-y, profitez-en, vous voyez. Je vous en prie. Pour Moi, une mais fois, comme il vous avez nous reste du temps. 2 casquettes successives, ça nous permet d'avoir les 2 angles de C'est-à-dire, vue. non, justement, attendez, c'est ça la difficulté, c'est que il a beaucoup plus de choses à nous dire en matière de LEM, vous voyez, de médicaments, etc. Mais précisément aujourd'hui, on ne devrait pas l'interroger là-dessus. Je suis sûr que si on lui posait une question, il ne refuserait pas de répondre, Non, bien mais entendu. Si vous êtes Mais- 2 fois aimable avec moi, ça va franchement interloquer beaucoup de monde. C'est l'inverse, c'est au niveau Allez-y. du management, justement, dans le LEM. Du management, pardonnez-moi. Dans le LEM, chargé de la promotion d'un médicament ou dans les entreprises concernées, est-ce que les gens salariés, mandatés pour suivre un médicament et en faire la promotion, rendent compte dans leurs entreprises de leur rendez-vous avec la sphère publique? Alors très honnêtement, il faudrait poser la question au niveau de chaque entreprise. Oui, Ce mais- que je peux vous dire, c'est que lorsque le LEM a évidemment un certain nombre de contacts avec des représentants de la puissance publique, et que le LEM a également des instances qui se réunissent de façon extrêmement régulière, à commencer par un bureau et un conseil d'administration. Et il va de soi que les échanges ou les rendez-vous publics que nous avons permettent de diffuser de l'information. C'est d'ailleurs le rôle que nous avons aussi de fluidifier ce type d'information. Vous avez donc été directeur auprès du directeur général de l'Agence du médicament. Vous êtes aujourd'hui directeur général du LEM. Est-ce que finalement, je vous posais la question autrement par rapport est-ce que vous avez des propositions concrètes à nous faire pour éviter les dysfonctionnements qui pourraient avoir lieu demain avec d'autres médicaments? Alors, une fois Par encore, exemple, est-ce que vous préconisez le développement d'une expertise indépendante des laboratoires, qui serait par exemple conduite par des experts publics sans lien d'intérêt? Comment imaginer une meilleure coordination entre toutes les structures existantes? alors je crois une fois encore, je crois qu'on aura l'occasion de s'en expliquer dans l'audition qu'on aura dans le cadre du LEM. Ça fait partie effectivement des sujets sur lesquels nous réfléchissons et sur lesquels nous avons des propositions à faire. Mais une fois encore, je pense que c'est au LEM, en formation LEM, de s'expliquer. Je voudrais pas qu'on mélange les deux exercices, comme vous l'avez très bien rappelé, Monsieur le Président. J'en suis désolé. Oui. Alors, une dernière question, si vous voulez, sauf si... Je voulais savoir si votre passé, si vous voulez, à l'Agence du médicament, votre passage a constitué pour vous une aide dans l'exercice de vos fonctions actuelles. Est-ce que c'est une expérience qui est importante pour vous, et peut-on dire que le LEM, indirectement, à travers vous, bénéficie de cette expérience, et comment peut-on caractériser s'il y a bénéfice? Comment peut-on le caractériser? Alors, je vais vous remercier une troisième fois, mais d'abord sur le premier point, je voudrais rappeler que pendant mes 20 années d'exercice dans la fonction publique, je ne me suis jamais trouvé en situation de conflit d'intérêts. Je crois que ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour préciser également que lorsque j'ai quitté la fonction publique pour rejoindre le LEM, je me suis effectivement interrogé, la question était posée derrière moi sur les conflits d'intérêts. Il existe des textes en vigueur, notamment un décret de 2007 qui fixe un certain nombre de règles que vous connaissez sans doute.
à savoir ne pas aller dans une entreprise dans laquelle, dans les 3 ans qui précèdent, ou sur laquelle, dans les 3 ans qui précèdent, on a pu avoir des fonctions de contrôle ou de tutelle. Pour ce qui me concerne, il s'est écoulé 10 ans entre mon départ de l'Agence du médicament et mon arrivée au LEM, donc j'allais dire que mes connaissances étaient un petit peu obsolète, on va le dire comme ça, d'autant plus qu'en 98, le paysage a été complètement bouleversé. D'autre part, je n'ai pas rejoint une entreprise, mais un syndicat professionnel, ce qui n'est pas tout à fait le même statut juridique. Et enfin, j'ai quand même pris la précaution de solliciter mon corps d'origine, qui est l'Inspection générale des affaires sociales, pour qu'elle sollicite l'avis de la commission de déontologie, qui a donc été saisie sur ma situation et qui a rendu un avis favorable. Donc très honnêtement, je pense que s'agissant de mon background dans le médicament et d'éventuels réseaux, je pense franchement que ça n'apporte pas grand-chose aux industriels du médicament qui ont franchement pas besoin de ma modeste personne pour connaître le champ de la réglementation pharmaceutique. Par contre, je crois vraiment que la démarche du LEM à l'époque a été à la fois de rechercher quelqu'un qui ait une vraie compétence en santé publique, ce qui je crois est mon cas, et d'envoyer un message d'ouverture par rapport à un milieu auquel on reproche souvent d'être en circuit fermé. Il y avait, je crois, en tout cas c'est comme ça que ça a été présenté à l'époque, une volonté d'ouverture. Pour ce qui me concerne, très honnêtement, travailler à l'attractivité du territoire, travailler au développement de la R&D sur le territoire, travailler à l'apport d'innovation thérapeutique pour les patients, sur un secteur qui, on l'a vu encore la semaine dernière, est un atout économique, je pense au chiffre de la balance des paiements, est un atout économique et qui emploie plus de 100 000 salariés, ça me paraissait un challenge tout à fait important. Ça me paraissait d'ailleurs pas si éloigné d'une activité au service de l'intérêt général. Je crois que développer notre pays a des atouts aujourd'hui, et développer ces atouts dans une compétition qui n'est plus une compétition uniquement entre entreprises, mais qui est aussi une compétition entre États, c'était un challenge qui était intéressant. Donc vous avez les deux côtés de la pièce. Très bien. Avez-vous pas de questions? Pas de questions. Eh bien, écoutez, monsieur le secrétaire général, on va vous remercier d'avoir répondu à toutes nos questions, et nous vous donnons donc rendez-vous au secrétaire général du LEM dans les prochaines semaines. Avec plaisir. Merci. Merci.